On avait un texte qui permettait d'être exonéré à hauteur, on va dire, de 6 fois le plafond de la sécurité sociale annuelle, et on a ramené ce montant à 3 fois le plafond de la sécurité sociale annuelle, bien qui était le montant maximum. Il pouvait en avoir moins. Et puis, une mesure qui peut vous intéresser, qui peut intéresser bon nombre de contribuables, c'est la question de la cession de titres d'OPCVM qui devrait normalement générer des impositions de plus-value, avec le régime que l'on connaît de la progressivité de l'impôt et des abattements pour durée de détention, ces abattements pouvant être d'ailleurs de 0% si on cède les titres dans les 2 ans de leur acquisition. Autrement dit, si je fais un placement d'OPCVM et que je les cède dans les 2 ans qui suivent, c'est potentiellement taxable à 45% si mon taux marginal est de 45%. Eh bien, une des mesures qui est retenue, c'est de pouvoir bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value sur la cession de titres d'OPCVM, à condition de réinvestir le prix de cession dans un PEA, PME, ETI, et ce, dans un délai de 1 mois. Et en outre, ayant bénéficié d'abord de ce report d'imposition, si je ne touche pas à mon PEA, PME, ETI dans les 5 ans qui suivent, eh bien, ce report deviendra une exonération. Donc il y a là une petite optimisation, puisque l'exonération de la première plus-value se complétera par l'exonération des plus-values des titres de PME, ETI, qui sont le nouveau PEA qu'on a évoqué l'année dernière et qui peut être doté, comme vous le savez, à hauteur de 75 000 € par personne. Et puisque on vient de parler de ces plus-values des valeurs sur valeurs mobilières, on peut en profiter pour faire quelques retours sur les questions qui vous sont posées lorsque vos clients cèdent des titres de leur société. On peut d'ailleurs rappeler qu'il y a 2 régimes, le régime des abattements dits de droit commun et des abattements dérogatoires, et dans les dérogatoires ou renforcés, on a le départ à la retraite. Si vous permettez, je dirais quelques mots de jurisprudence sur ce sujet. Donc on a ce dispositif. Vous avez sans doute observé qu'il y a eu 2 décisions, 2 avis du Conseil d'État concernant 2 questions qui étaient posées concernant les abattements applicables en matière de plus-value. La première question était de savoir si les reports de plus-value bénéficiaient ou non des abattements. Et la deuxième question, c'était de savoir si on devait appliquer des abattements, comme le disait l'administration fiscale, aux moins-values. Ce sont 2 questions qui devaient aller devant le Conseil constitutionnel. Et vous le savez sans doute, quand on propose une QPC, une question préjudicielle de constitutionnalité, on fait d'abord transiter le dossier devant le Conseil d'État, qui le regarde et qui dit si je suis compétent, moi, pour le traiter, ce n'est pas la peine d'aller le poser au Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il a fait sur les 2 questions que j'évoque. Sur la première question, c'est-à-dire sur la question des plus-values en report d'imposition, quelles sont-elles? Elles ne sont pas dans vos cabinets, il y en a quelques-unes. Ce sont celles qui ont été comptées avant le 1er janvier 2000. Lorsque vous aviez fait des apports de titres à une société holding avant le 1er janvier 2000, vous avez bénéficié d'un report d'imposition qui figure toujours, normalement, sur vos déclarations. Et le moment, et en 2000, ou avant 2000, on était en présence d'un taux proportionnel de l'impôt et non pas de la progressivité. Mais aujourd'hui, lorsque l'on va céder les titres qu'on a reçus en rémunération de l'apport, eh bien, on se dit qu'on va subir le taux progressif et éventuellement 45%. Et on se dit, c'est pas juste, puisqu'on a fait un report sans abattement et qu'on applique un régime avec abattement. Donc on pose la question au Conseil constitutionnel, et le Conseil d'État dit, c'est pas la peine, je vais vous répondre tout de suite. Et on connaissait la réponse avant de la poser. On ne peut pas appliquer d'abattement sur des plus hauts reports. Pourquoi? Parce que quand on a un report d'imposition, on a déterminé définitivement l'assiette de la plus-value. Ce que l'on ne sait pas, c'est son taux d'imposition et la date à laquelle cette imposition entre.
mais l'assiette, elle est définitivement déterminée. Eh bien, il a répondu de la manière que l'on pouvait attendre. L'incompréhension que vous avez pourrait s'atténuer si je vous disais qu'aujourd'hui, on fait un apport de titres à une société que l'on contrôle avec un report d'imposition et que les titres, je les détiens depuis plus de 8 ans. J'ai obtenu un abattement de 65%. Qu'est-ce que je vais mettre en report d'imposition? Les 35 restants. Imaginons qu'en 2018, qu'en 2020, on dise, tiens, le régime de la progressivité de l'impôt aux plus-values, c'est trop compliqué à gérer, les contribuables n'y connaissent rien, c'est trop lourd, et on va revenir à un taux de 20%. Eh bien, on appliquerait 20% aux 35% et non pas aux 100%, parce qu'on a gelé définitivement l'assiette de la plus-value au titre de l'année et selon le régime applicable au titre de l'année. Ça, c'était la première question qui ne méritait pas non plus beaucoup d'interrogations, de mon point de vue. La deuxième, c'est est-ce qu'on pouvait appliquer des abattements aux moins-values? Ce que disait l'administration dans son instruction. Et le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer d'abattement aux moins-values. En réalité, il n'a pas dit tout à fait ça, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la revue Francis Lefebvre en première page. Il a dit on commence par imputer les plus et les moins-values, et sur la plus-value nette, on appliquera les abattements. Ce n'est pas du tout ce que voulaient ou pensaient certains en se disant, et supposons que je prenne un exemple, avec une plus-value de 1500 et une moins-value de 2000, ce qu'auraient souhaité les personnes, dire, bon, on va appliquer l'abattement sur les 1500, imaginons que ce soit un abattement de 50%, on aurait une plus-value de 750, sur lesquelles on aurait imputé les 1000 de moins-value et on aurait eu toujours une moins-value. Pas ça du tout. C'est je commence par imputer les 1000 sur les 1500, il me reste 500, et sur les 500, j'applique les abattements pour durée de détention, évidemment en choisissant les titres qui me permettent d'avoir les meilleurs abattements. Donc ce sont ces dispositions qui ont été retenues par le Conseil d'État. D'ailleurs, a été rattrapé quelque peu après par les revues de doctrine Francis Lefebvre. Sur cette question, je voudrais évoquer 2 ou 3 sujets liés au départ à la retraite, non pas avec l'abattement d'aujourd'hui, mais avec l'abattement du tiers, c'est-à-dire, mais comme ce sont les mêmes conditions pour bénéficier des abattements aujourd'hui dérogatoires par rapport aux abattements du tiers, il faut revenir à quelques jurisprudences. Je ne vais pas en prendre beaucoup, mais quand même. La question de savoir quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération de départ à la retraite, il faut avoir au moins 25% des titres et exercer une fonction éligible, telles que les fonctions qui sont prévues pour l'ISF. Et l'avoir exercé pendant 5 ans. Et ne plus avoir d'activité dans la société de laquelle on a cédé les titres pour faire valoir ses droits à la retraite. Voilà quelques idées. La première idée, c'est pour obtenir les fameux 25%. Que doit-on retenir? Eh bien, on doit retenir les titres que possède le foyer fiscal. Et pas simplement les titres que possède le mandataire social. Et vous avez une jurisprudence qui traitait d'une SRL dans laquelle vous aviez l'épouse qui était gérante, qui avait 24% des titres, et le conjoint qui en avait 25%. Eh bien, pour déterminer si on avait les 25%, eh bien, on devait cumuler les 24 et les 25, et donc on avait 49. Ça, c'est pour la prise en compte de la quotité de titres. Mais est-ce qu'on peut octroyer l'abattement du tiers, c'est-à-dire les abattements dérogatoires, au conjoint qui, lui, n'était pas mandataire social et qui, de surcroît, ne faisait pas valoir ses droits à la retraite? Eh bien, le Conseil d'État répond par la négative. Il dit, pour l'application du régime, pour la gérante, on tient compte des titres de tout le monde, très bien, mais pour l'application de l'abattement du tiers, on ne l'applique pas à la personne qui n'était pas mandataire social. Alors vous vous dites, oui, mais c'est peut-être un petit peu contradictoire avec ce que disait l'administration quand elle disait si on cédait de manière concomitante l'ensemble des titres de la société, on pourrait appliquer l'abattement du tiers à tout le monde. Eh oui, mais c'était une doctrine pour la cession de l'intégralité
des titres de la société parce qu'on ne pouvait pas considérer qu'on puisse conserver quelques titres. Donc, c'est la première jurisprudence. Il y a une seconde jurisprudence concernant le fait qu'on ne peut plus exercer d'activité dans la société, mais malgré tout, l'administration avait dit vous pouvez exercer une activité auprès de la société, et vous avez sans doute, dans certains cas, créé des EIRL ou des activités où on rendait des prestations de services à la société de laquelle on avait cédé les titres. Eh bien, il y a une jurisprudence assez intéressante qui explique bien ce que ça veut dire. C'était une société de commissaires-priseurs. Et le commissaire-priseur avait vendu sa société, et puis ensuite, après avoir cédé ses titres, il a tenu le marteau. Je ne tiens pas compte des 24 mois successifs. Et l'administration lui a rejeté l'abattement du tiers, au motif qu'il exerçait une activité après avoir cédé dans l'entreprise. Et le contribuable dit non, mais vous nous avez expliqué qu'on pouvait exercer une activité auprès de la société, dès lors qu'elle était non salariée. Et donc je suis dans ce cadre. Et la Cour administrative de Nantes dit non, pas du tout. Regardez bien l'instruction. Elle dit auprès de la société, mais pas au sein de la société. Or, comme vous teniez le marteau, vous avez une activité au sein de la société, donc vous avez perdu l'abattement du tiers. Vous voyez comment les choses se passent quand on veut appliquer strictement les termes d'une instruction administrative. En outre, vous avez une question sur ne plus avoir, ne pas posséder le titre de la société cessionnaire au moment de la cession. Et vous aviez une décision qui se disait, au fond, est-ce que c'est au moment de la cession ou est-ce que c'est à la clôture de l'année de la cession? Et le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt qui infirmait une décision inverse de la Cour administrative de Nancy, que c'était au moment de la cession que le cédant ne pouvait avoir aucun titre de la société cessionnaire. Enfin, en ce qui concerne les fonctions, l'exercice des fonctions, eh bien, on ne peut plus exercer de fonctions dans la société après avoir été fait avoir ses droits à la retraite, y compris quand ces fonctions sont gratuites. C'est encore une décision du Conseil d'État. Donc on commence à voir apparaître ces quelques dispositions qui traitent du départ à la retraite, qui se retrouveront bien entendu dans le nouveau dispositif pour avoir les abattements dérogatoires. Et puis, un texte qui est retenu concernant les fonds de placement immobilier. Sur les fonds de placement immobilier, on a retenu à l'été que ces fonds pouvaient faire des placements dans la location meublée. Dans le passé, c'était de la location revenu foncier, de la location nue. Et il a fallu, dans la loi de finances, préciser les modalités d'imposition des investisseurs dans ces fonds qui font de la location meublée. Et vous comprenez bien que c'est très simple. Comme les fonds font de la location meublée, qu'ils sont translucides, les titulaires des parts seront imposables dans la catégorie des BIC, puisque c'est du meublé, et qu'on a décidé que le meublé, c'était du BIC. Mais quand on parle de BIC location meublée, vous savez qu'il y a deux catégories. Il y a le professionnel et le non-professionnel. Le professionnel et le non-professionnel, du point de vue du résultat, c'est le même. Simplement, pour le professionnel, il peut déduire ses déficits de ses autres revenus, alors que le non-professionnel ne le peut pas. Et puis la deuxième différence, et sans doute plus importante encore, c'est le fait que pour le professionnel, il peut céder ses parts dans la catégorie des plus-values des professionnels, et donc éventuellement bénéficier des exonérations propres aux plus des professionnels, et notamment l'article 151 septies, si par hasard il exerce depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire qu'il exerce depuis plus de 5 ans, et si par hasard il a des recettes provenant de cette activité inférieures à 90 000. Une autre question qui vient à l'esprit, c'est que cette définition de la location en meublé professionnel, quand vous la regardez de près, elle ne peut concerner par définition que des personnes physiques, puisqu'on tient compte du montant des revenus du foyer fiscal. Ça concerne par conséquent des loueurs meublés en direct ou des associés de sociétés de personnes. Mais est-ce que vous pouvez penser qu'il y a une définition de location meublée professionnelle dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés? Ça ne répond en aucune façon à la définition que je viens d'indiquer. Alors vous allez me dire, tout ça n'a pas d'importance.
puisqu'à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de l'activité exercée, ce sont les mêmes règles d'imposition que l'on a pour la détermination des bénéfices et pour la détermination des plus-values. C'est le régime de l'IS qui constitue le cadre fiscal. Simplement, il y a peut-être quelques petites questions annexes. Et c'est la question, par exemple, de l'ISF, ou c'est la question de la transmission à titre gratuit de sociétés qui peuvent bénéficier, comme vous le savez, d'une réduction de 75% dans le pacte dit Dutreil. Et que dit l'administration quand elle... D'abord, la première question qui se pose, c'est de savoir si un loueur en meublé exerce une activité commerciale. La réponse est non. C'est une activité civile. D'ailleurs, ce qui permet à certaines personnes qui ne peuvent pas exercer d'activité commerciale de par leur statut professionnel, peuvent être loueurs en meublé professionnels. Et c'est ce qui explique que certains registres du commerce ne veulent pas inscrire les loueurs en meublé professionnels, parce qu'ils considèrent qu'ils n'exercent pas une activité commerciale. Donc c'est parce que l'administration a décidé que j'étais professionnel par une disposition spécifique que les professionnels. Sinon, il n'y en a pas. Simplement, quand on s'intéresse à l'ISF, on regarde l'instruction, on dit « Ah, est-ce qu'un loueur professionnel peut considérer que son bien est un bien professionnel exonéré de l'ISF ?» Et vous regardez l'instruction, l'administration dit « Oui, c'est bien, mais elle outrepasse, en disant cela, le cadre général du bien professionnel classique, parce que l'activité n'est pas par nature professionnelle. D'autre part, si vous voulez transmettre à vos héritiers par donation ou par succession les biens, est-ce qu'on peut prendre l'engagement de conservation des 4 années qui suivent? Et l'administration, elle dit oui, si c'est un loueur en meublé professionnel. Mais est-ce que cela peut s'appliquer ou pourrait s'appliquer à la transmission de titres d'une société soumise à l'IS qui donnerait en location en meublé des appartements? Posant la question, et la posant après ce que je viens de vous dire, il me semble que non. Il me semble que non, puisque la société n'exerce pas d'activité commerciale, que l'abattement de 75% dans le pacte de Dutreil implique, quand vous lisez l'article, que ce soit une activité commerciale. Ce n'est pas une activité commerciale, on ne devrait pas l'appliquer. Si on l'applique, c'est par tolérance administrative qui a mis dans son instruction des éléments qui vont au-delà du texte de loi et qui permet à des contribuables de s'en revendiquer, même si on pourrait discuter de là. Donc voilà un petit peu une question. Je ne voudrais pas insister sur une autre question qui serait la suivante. Est-ce que l'on peut abuser d'une instruction administrative? Question complexe. Je répondrai que non, qu'on ne peut pas en abuser, puisqu'il faut abuser, quand on abuse de quelque chose, il faut le faire en abusant de l'esprit de l'auteur du texte. Or, l'administration ne peut pas avoir d'esprit, puisqu'elle ne peut qu'appliquer la loi, par conséquent, on ne peut pas abuser de telle. Voilà un petit peu, petite observation, que l'on pouvait faire sur le cadre général de l'impôt sur le revenu. Je vais aller un peu plus rapidement sur la question des crédits réduction d'impôt. Pas trop rapidement quand même, puisque vous avez là le crédit d'impôt pour transition énergétique de 30%, le dispositif qui est reconduit jusqu'au 31 décembre 2016. Je rappelle que c'est 30% pour tout ce qui est éligible et que, d'autre part, on a supprimé le fameux bouquet de travaux l'année dernière, même s'il peut y avoir encore quelques conséquences en 2015. Et on a quelque peu modifié, comme c'est chaque année, le champ des dépenses éligibles, et notamment, on a supprimé la chaudière à condensation pour le remplacer par un autre type de chaudière à haute performance énergétique, voire son chauffagiste, c'est mieux que moi. Sur ce. Ensuite, sur les biens mixtes, vous savez qu'ils peuvent fonctionner à l'éolienne et au thermique. Vous savez que l'éolienne a été exclue et qu'il semblerait qu'il y ait quelques abus dans la mixité du bien.
de chauffage, eh bien, un décret va expliquer quel sera le montant maximum d'éolien qui pourra être pour obtenir cette réduction. Donc ce sont des petites précisions, mais qui ne modifient pas le sens global. L'observation étant faite qu'il y a des plafonds pluriannuels qui, eux, n'ont pas changé, même si on les reconduit jusqu'en 2016. Il y a toujours des surprises quand on fait des petites mesures comme ça. J'ai constaté dans une décision de la Cour administrative de Bordeaux du mois de septembre qu'on s'était interrogé sur les conduits, c'est-à-dire les tuyaux de poêle. Est-ce que le conduit est éligible au crédit d'impôt alors que le poêle l'est? Et la Cour administrative de Bordeaux dit non. Le conduit n'est pas éligible parce que ce n'est pas un matériel de production d'énergie. Alors si vous voyez ce que cette petite jurisprudence a pu créer comme dépense d'énergie, entre d'abord le contribuable qui s'est fait redresser, puis ensuite qui a répondu, et puis l'administration qui a répondu au contentieux, puis ensuite le contribuable qui est au TA, et puis il a perdu, et puis ensuite elle est à la Cour administrative d'appel pour perdre encore, que d'énergie perdue. Mais c'est important de souligner qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de temps pour s'occuper de leur petit crédit d'impôt, dont on voit évidemment le montant maximum du contentieux en cause. Maintenant, si je regarde un autre sujet, qui est la réduction d'impôt Pinel. Alors, il semble que ça marche mieux que Duflot, c'était pas très compliqué, mais on avait assoupli le dispositif Duflot sur au moins deux sujets. Le premier, c'est la possibilité de donner en location aux ascendants-descendants, et le second, c'était de donner en location, de s'engager pendant 6 ans, puis de prendre un second engagement pendant 3 ans, et voire de le reconduire encore pendant 3 ans, ce qui fait qu'on avait dit que vaut mieux s'engager pendant 6 ans, parce qu'on était garanti après 6 ans, et que s'il y avait une non-location entre 6 et 9, on avait engrangé les 6 premières années. Je m'explique, je me suis engagé pendant 6 ans et je ne respecte plus les conditions de l'engagement après 7 ans. Si je me suis engagé pendant 6 ans, j'ai obtenu 12 définitivement. Si je m'étais engagé pendant 9 ans, je n'ai rien obtenu du tout parce que j'ai perdu les 14. C'est ça la question. Donc c'est une première observation qui demeure. Mais il y a une deuxième question qu'il faudra se poser, parce qu'elle va se poser dans quelques années, dans 5 ans, c'est celle de savoir si le deuxième engagement est un engagement qui répond aux mêmes conditions que le premier. Et je rappelle que le premier implique qu'on ait des loyers qui soient inférieurs au seuil. Ça, c'est pas grave, c'est permanent. Mais il y a la question des revenus du locataire qui doivent être en deçà d'un seuil. Et on apprécie ces revenus au moment où on fait le premier bail. Et ensuite, les revenus peuvent augmenter sans qu'on soit obligé de demander au locataire de s'en aller, tout en gardant la réduction d'impôt. Et s'il s'agit d'un nouvel engagement qui doit répondre aux mêmes conditions, il me semble qu'il faudrait se reposer la question du revenu du locataire, ce qui pourrait impliquer des réflexions sur le fait de savoir si le même locataire pourrait rester. On verra ce que dira l'administration sur ce sujet, mais il faut faire preuve de prudence. Et je prends l'exemple d'une location qui serait consentie à un fils ou une fille qui serait stagiaire expert comptable au moment de la location, ce qui est possible, et qui, évidemment, 6 ans plus tard, serait devenu expert comptable. Stagiaire, elle remplit les conditions de revenus, expert comptable, elle les explose. Donc la question, ce serait de dire, est-ce que je vais demander à ma fille, à mon fils de quitter l'appartement, la maison qui était celui ou celle de ses rêves, parce qu'elle a des revenus trop élevés? Ou bien est-ce que je la laisse, mais je perds les 6% qui restent? On verra bien. Et donc, c'est une question. Il faut savoir que vous pouvez être encore plus gentil avec vos enfants en leur mettant à disposition gratuite
l'appartement que vous le louiez avant gratuitement, pas cher. Et pourquoi vous le louez alors que vous pouvez le donner à disposition gratuite? C'est parce que vous recherchiez la réduction d'impôt. Sinon, vous auriez pu faire autrement. Et donc, vous verrez qu'on peut parfaitement mettre gratuitement à disposition de quiconque un bien d'habitation, ce qui n'est pas le cas pour un bien qui ne soit pas d'habitation. C'était juste un petit rappel sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui demeurait comme petit problème dans l'ancienne Duflot qu'on n'avait pas vu? C'était la question des quotas. La question des quotas, c'est quand un promoteur faisait une construction d'immeuble collectif, il devait au moins faire 20% de vente à des personnes qui ne faisaient pas de la location Duflot et ou Pinel. On ne l'avait pas supprimé, et donc désormais, à partir du 1er janvier 2016, on supprime cette disposition, qui n'aura jamais été appliquée parce qu'il n'y a jamais eu de décret d'application. Pourquoi? Parce que c'était strictement impossible d'expliquer et d'exiger d'un promoteur immobilier de s'assurer qu'il y aura 20% de ces cessions qui seront faites à des personnes qui n'allaient pas placer cela dans le régime du Duflot, de l'investissement locatif nu. Et donc, question simplifiée. Et puis, là, vous avez une autre question beaucoup plus importante, parce qu'elle concerne autant l'impôt sur le revenu que l'ISF. C'est la question que vous avez beaucoup utilisée dans le passé concernant la souscription au capital de PME. À l'origine, c'était d'abord une question simplement d'impôt sur le revenu, ce qu'on a appelé la réduction d'impôt Madelin, qui à l'origine était de 25%, pour à la suite du rabot, et a été ramenée à 18%. À l'époque, elle était ouverte à tout le monde, sauf qu'on l'avait considérablement réduit dans son champ d'application, puisqu'on a dit que pour bénéficier de cette réduction d'impôt, il fallait souscrire au capital de sociétés qui avaient moins de 5 ans et qui étaient en phase d'amorçage ou de développement. Au fond, et vous ne pouviez, quand vous aviez un client, bénéficier de cette réduction d'impôt sur le revenu que lors de la souscription au capital initial de votre société, presque un point c'est tout, ou presque, parce qu'elle avait moins de 5 ans, c'est une contrainte. Les autres contraintes n'étaient pas tout à fait importantes, mais c'était quand même des sociétés qui avaient moins de 50 salariés et moins de 10 millions de chiffre d'affaires et de bilan. Et en face avec un taux 18 et des souscriptions pouvant monter à 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple. Et cette réduction d'impôt entre dans le plafond général des niches fiscales de 10 000 €. Et puis